La médiathèque L'Albatros vous propose l'envers du décor, le rendez-vous histoire d'Emmanuel. Les femmes et la Révolution française, avec ou sans culotte? Dis donc, c'est un titre bien accrocheur. Ce titre est là pour interpeller, attirer, mais pas seulement. Pendant la Révolution, les sans-culottes sont une branche assez radicale, défenseurs d'une république égalitaire. C'est dans cette branche radicale que les militantes des droits de la femme vont trouver le plus de soutien. Mais avant d'en arriver là, dis-nous comment sont considérées les femmes à la veille de la Révolution. Sous l'Ancien Régime, on a l'image des femmes qui tiennent des salons où l'on discute de la vie culturelle et intellectuelle de l'époque. Ces femmes brillantes et cultivées dirigent ces salons selon des règles de courtoisie bien établies. Elles sont reconnues pour cela. Mais, en dehors de ces salons, retour à la normale. Les hommes considèrent peu les femmes, qui n'ont pas leur place dans l'espace public. D'ailleurs, on peut considérer ces salonnières comme très peu représentatives de la condition des femmes à la veille de la Révolution. Sous l'Ancien Régime, les femmes sont exclues de la vie publique, n'ont pas de droits, sont considérées comme d'éternelles mineures. On constate que très peu de femmes ont fait part de leurs revendications dans les cahiers de doléances de 1789. Leur éducation, quand il y a éducation, a pour seul but d'en faire une compagne docile et qui tient bien le foyer. L'éducation est parfois plus poussée pour les femmes issues de l'aristocratie, uniquement dans un but de loisirs mondains, culturels et intellectuels, comme les salons. On peut noter toutefois que l'alphabétisation est plus importante à Paris qu'en province, grâce à de nombreuses institutions gratuites. Les seuls métiers où on trouve des femmes sont des métiers artistiques, comme peintres, actrices, danseuses ou chanteuses, sachant que bien souvent, ces femmes n'échappent pas à la critique. Les femmes vont-elles se montrer entreprenantes durant cette fameuse année 1789 qui marque le début de la Révolution? Le grand moment féminin de cette année 1789 a lieu le 5 et 6 octobre, avec une manifestation qui regroupe 6 à 7 000 femmes, contre le prix du pain bien trop élevé. Elles font route vers Versailles pour faire pression sur le roi. Après négociation, elles obtiennent du roi le ravitaillement de la capitale, ainsi que la signature de décrets sur la Constitution et sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, cette révolte frumentaire aboutit aussi à des avancées d'ordre politique. Puis, elles escortent le roi pour que celui-ci s'installe à Paris. L'Assemblée constituante suit le même mouvement. Suite à ces événements, la parole des femmes se fait entendre dans les sociétés populaires, dans les clubs. Cette parole se politise. Arrive-t-elle à se faire entendre? C'est difficile pour elles. On peut signaler la date du 6 mars 1792 où Pauline Léon lit une pétition signée par 319 femmes devant l'Assemblée nationale. Ce texte réclame l'armement des femmes pour une garde nationale féminine. Elle revendique l'égalité homme-femme en brandissant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Théroigne de Méricourt proclame: Brisons nos fers. Il est temps enfin que les femmes sortent de leur honteuse nullité, où l'ignorance, l'orgueil et l'injustice des hommes les tiennent asservies depuis si longtemps. Les femmes se font entendre dans les clubs, dans l'espace public, participent à des débats. Le 10 août 1792 marque la chute de la monarchie. Quel est le rôle des femmes lors de cet événement marquant de la Révolution? Les femmes ont participé activement à la chute de la monarchie. Des femmes ont combattu lors de cette journée, qui marque la fin du suffrage censitaire et l'avènement du suffrage universel, autorisant tous les hommes à voter. Il n'y a plus de citoyens passifs. Les femmes ne sont pas prises en compte, c'est pour elles une injustice. C'est révélateur des tendances de l'époque profondément ancrées dans la société. Ces militantes à la pointe du combat refusent d'être privées de droits
qu'elles considèrent légitimes. Elles se radicalisent dans les mois qui suivent. Elles n'obtiennent donc rien? On constate tout de même, de 1789 à 1792, une certaine euphorie à l'égard des femmes, de leur émancipation qui paraît mieux comprise. Cela se concrétise le 20 septembre 1792, jour où est institué le mariage républicain, légitimité du mariage civil qui devient un contrat, donc qui peut être dénoncé par les deux parties. Le divorce est autorisé par consentement mutuel. La loi proclame l'égalité des deux époux. Un mari ne pouvait plus faire enfermer son épouse ou ses enfants. Il devait passer devant les tribunaux de famille pour régler les conflits familiaux. La Révolution reconnaît aux femmes des droits strictement civils. Elle n'envisage pas de leur accorder des droits politiques. Toutes les femmes suivent-elles ce mouvement d'émancipation? Pour certaines, il ne faut pas remettre en cause un ordre immuable naturel. Alors cela peut être pour des raisons morales, la femme gardienne du foyer qui remplit son rôle de mère et d'épouse. Des raisons économiques pour certaines, travaillant dans le luxe, la Révolution fait fuir leurs clients. Pour des raisons religieuses, d'autres soutiennent les prêtres réfractaires qui refusent de prêter serment à la Constitution civile. Certaines femmes restent des actrices de cette révolution, notamment pour cette année de bascule qui est 1793. En effet, durant cette année 1793, les femmes s'affirment, revendiquent, tout autant si ce n'est plus. Cela se concrétise avec la création d'un club strictement féminin, les citoyennes révolutionnaires et républicaines, le 10 mai 1793. L'un de leurs buts, une meilleure instruction pour les femmes, sans oublier bien sûr la lutte contre les difficultés frumentaires et aussi plus de droits, notamment politiques. Elle participe à la chute des Girondins, début juin 1793, en soutien des montagnards. Les citoyennes républicaines révolutionnaires se radicalisent, deviennent plus politiques, tendant même à s'éloigner des préoccupations quotidiennes et du même coup des masses féminines. Vont-elles participer à cette période trouble de la Révolution, la terreur? Oui, faisant même partie de la frange la plus radicale avec les enragés. Les citoyennes républicaines révolutionnaires effraient les montagnards. Claire Lacombe trouve Robespierre trop tiède. N'oublions pas que les citoyennes républicaines révolutionnaires ne représentent qu'une minorité de femmes, mais qu'elles sont très actives. Parce que ces femmes en demandent toujours plus, certains montagnards ont la hantise de voir leur suprématie masculine menacée. Tout cela aboutit, le 30 octobre 1793, à l'interdiction faite aux femmes de participer à la vie politique. Est-ce aussi la fin pour les femmes de ce moment où elles peuvent revendiquer? C'est un véritable coup d'arrêt pour les droits des femmes et aussi leur liberté d'expression. À partir de cet automne 1793, revient à l'encontre des femmes les éternels reproches. Elles se laissent déborder par leurs émotions et sentiments, ce qui les empêche d'être lucides quant à une éventuelle prise de décision dans le domaine politique. Leur plus grande indépendance remettrait en cause la bonne marche de la société et pourrait même attenter aux bonnes mœurs. Au plan politique, elles gênaient les montagnards par leur radicalité. Ils ont profité de cette tradition culturelle faite de mépris à l'égard des femmes pour les sortir de la scène révolutionnaire. C'en est donc fini des revendications des femmes? Pas tout à fait, il y aura encore quelques soubresauts, avec notamment les journées d'avril-mai 1795. Mais le mouvement féminin est étouffé progressivement. Pas seulement parce qu'elles sont des femmes, mais aussi par leur radicalité révolutionnaire qui conteste la politique, l'économique et le social. Au final, la Révolution a-t-elle été bénéfique pour les femmes? La loi du 20 septembre 1792, qui fait du mariage un contrat purement civil, est à l'époque un immense événement. Beaucoup d'idées très, voire trop avant-gardistes pour l'époque ont pu émerger. Pour répondre à cette question et conclure, on peut citer une grande historienne, Mona Ozouf. La Révolution française
n'a donc pas fait régresser la cause des femmes, elle l'a inventée.